Merci de rester fidèle au programme de Médian. Bienvenue à ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. La perte d'un être cher est un moment très difficile à surmonter, une expérience unique et déchirante à travers laquelle chacun peut passer à un moment de sa vie. Pour certains psychologues, le deuil est paradoxal parce qu'à la fois universel et subjectif. Universel parce qu'en tant qu'être humain, nous devons tous a priori un jour connaître la perte d'un être cher, intime et indicible parce que le fait que personne ne peut comprendre ce que ressent celui qui a perdu un être cher. Il faut des fois beaucoup de temps pour surmonter la perte d'un être cher. Chez certains écrivains, la solution est trouvée. Écrire pour partager ses ressentis et ses pensées. Écrire pour également penser ses mots, mais surtout écrire pour la postérité, une belle façon de rendre hommage à ces personnes de qui nous avons tout hérité. C'est le cas de Ndeye Fatou Kane, écrivaine, chercheuse sénégalaise en sociologie du genre. Vous venez de publier votre premier ouvrage Au nom d'un père. Hommage à Mamadou Tidiane Kane, l'apparition de votre livre est pour vous une façon d'amorcer une nouvelle vie après la mort de votre père le 5 octobre 2021. D'abord, paix à l'âme de votre papa et merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci beaucoup Daouda, merci de me recevoir sur le plateau de Média TV. Je tiens à préciser que ce livre est le premier sur le deuil, mais c'est mon 6e ouvrage en tout. Merci beaucoup. Merci également d'avoir bien voulu être là pour partager cela avec nous. Ndeye Fatou Kane, dites-nous pourquoi avoir choisi aujourd'hui de faire de cet ouvrage une œuvre à travers laquelle vous rendez cet hommage-là à votre père décédé en 2021. Alors, cet ouvrage répond à 2 objectifs principaux. Après le premier anniversaire du décès de mon père, je m'étais posé la question, qu'est-ce que je pourrais faire pour pouvoir le fixer dans la postérité sénégalaise ? Quoi de mieux qu'un livre pour pouvoir que les générations à venir puissent s'inspirer de son parcours. Le deuxième objectif était de pouvoir parler du deuil. Parce que je crois que le deuil, la santé mentale et puis la dépression sont l'un des angles morts de nos récits. Le livre est divisé en 2 grandes parties. Dans la première partie, je parle de mon père, je le raconte à travers la multitude de carrières qu'il a eues, mais dans la deuxième partie, je me raconte à travers la douleur de l'avoir perdu. Donc je me suis dit qu'un livre voyagerait à travers les générations, les pays, les continents, et on pourrait parler de lui. La preuve, on parle de lui alors qu'il n'est plus là. Et ce livre vous a-t-il permis de faire ce deuil-là ? Alors, je crois qu'on ne fait jamais, le deuil, on ne le fait jamais, hein, parce que tant qu'on est en vie et que le souvenir de l'être cher perdure en nous, le deuil continue. Moi, je pense que le deuil, c'est vraiment par épisode. C'est cyclique, il va, il revient, mais je pense qu'on le traverse durant toute notre vie. Et on reste dans cette relation avec votre père. Dans la psychanalyse, le complexe d'Oedipe désigne chez l'enfant le sentiment amoureux envers le parent du sexe opposé, c'est-à-dire que les garçons ont tendance à être plus proches de leur mère et les filles de leur père. Avez-vous été atteinte par ce complexe d'Oedipe vis-à-vis de votre père? Est-ce que votre ouvrage vous a permis d'en guérir? Alors moi, je pense que je suis une Oedipienne qui ne guérira jamais. Autant la mère fait le mal, le garçon, autant le père est le premier référent masculin. C'est pourquoi je dis que mon père, c'est vraiment l'idéal masculin avec lequel je m'identifie. Donc le complexe d'Oedipe et mon père et moi, on a eu une relation vraiment très fusionnelle. Et comme je porte le nom de sa mère, je pense qu'il a quelque peu transposé l'affection qu'il avait pour sa mère envers moi. Mais aussi, c'est aussi une manière, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de faire votre deuil après sa disparition, aussi de partager ces anecdotes que vous avez eues à vivre avec lui. Quelles sont les différentes étapes de votre vie que vous avez tenu à partager dans cet ouvrage? Alors, je crois que mon enfance, mon adolescence, ma condition de jeune adulte, alors je crois que ce livre, en fait, il attendait juste son heure, parce que quand je me suis posée à mon bureau, j'ai dit à ma mère, allô, j'écris un livre sur papa. Elle me dit, ah oui, excellente chose. Les mots ont jailli d'une façon mais extraordinaire, comme s'ils étaient juste enfermés dans un tiroir et qu'ils attendaient juste leur heure. Donc je raconte mon adolescence à travers la ville de Thiès, d'où est originaire mon père, et Dakar, nos trajets pour aller voir ma grand-mère, mon adolescence, ma scolarité, les moments qu'on a vécu et puis ma condition de jeune adulte quand j'ai commencé à travailler, tous ces moments qu'on a vécu et durant lesquels il a été là. Vous portez aussi le nom de votre grand-mère, la mère de M. Mamadou Tidiane Kane. Aujourd'hui, dans cet ouvrage également, quelles sont les anecdotes que vous avez tenu à partager et comment s'est manifestée cette complicité dans cet ouvrage aujourd'hui avec votre père? Alors, comment vous avez tenu à manifester cette complicité dans l'ouvrage? Alors, comme je l'ai dit, je raconte les moments qu'on a eu à partager, son amour de la musique, son amour de la lecture, de l'écriture. Je le taquine souvent en lui disant que la meilleure décision qu'il ait prise me concernant, c'est de m'avoir mis un livre entre les mains et de m'avoir ouvert ces univers extraordinaires, a permis de voyager à travers la lecture, mais aussi son amour du travail, sa rigueur. Je crois que c'est ça vraiment, c'est le fil conducteur de l'ouvrage, sa rigueur, son extrême intelligence, et puis voilà, toutes ces caractéristiques-là.
Et au-delà de la fille que vous êtes, de l'écrivaine, de la chercheuse en sociologie du genre, si vous devez définir ou présenter Mamadou Tidiane Kane à ceux-là qui ne le connaissaient pas, que leur diriez-vous? Qui était Mamadou Tidiane Kane? Alors je dirais que c'était un homme extraordinairement attaché à sa famille, rigoureux dans le travail et un amoureux du football. Je crois que c'est ces trois choses-là qui le caractérisaient et c'est de ça dont je parle dans le livre. C'est pour ça qu'on l'appelait la rigueur. C'était le surnom dont ses collègues l'avaient affublé. Et amoureux du football, il a d'ailleurs été vice-président de la Fédération sénégalaise de football, membre du comité directeur également de la CAF, la Confédération africaine de football. C'était aussi un amant du savoir, passionné de lecture et de livres également, d'écriture comme vous. Au-delà de cet ouvrage hommage, comment comptez-vous aujourd'hui perpétuer ce legs de Mamadou Tidiane Kane? Alors, le livre est la première étape et malheureusement, durant toute sa vie, et malheureusement la maladie est arrivée, il a toujours eu à cœur de réunir sa famille du football et de pouvoir faire les assises nationales du football sénégalais. Et donc là, c'est pourquoi à la fin de cette semaine-là, je vais faire une cérémonie de présentation et de dédicace, mais aussi d'hommage de toute cette génération de dirigeants du football qui viennent, qu'on présente le livre, mais aussi de leur rendre hommage et qu'on puisse passer un moment. Donc ça, et puis après, je verrai avec mes tontons qui m'ont accompagné durant ce moment, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus. Et écrire vous a permis de sortir cette douleur qui était en vous à la suite du décès de votre père. Est-ce aussi une façon de permettre à tous ceux-là qui ont perdu un être cher aujourd'hui d'apprendre à surmonter aujourd'hui cette situation ou cette étape de leur vie? Oui, mais totalement. Parce que quand le livre a été paru, un de mes amis m'a dit une phrase que je trouve extraordinaire. Il m'a dit qu'on se soigne par le partage. Et depuis que le livre est sorti, tous les jours je reçois des messages de personnes ayant perdu leur père ou leur mère ou quelqu'un de leur famille. Et ça, je me dis que l'objectif premier du livre a été atteint. Ils me disent que c'est comme si c'est pour eux que j'avais écrit, qu'ils n'ont peut-être pas la faculté d'écrire, mais en me lisant, ils se reconnaissaient dans ça. Et ça, je rends vraiment grâce pour ça. Et Ndeye Fatou Kane, je rappelle que vous êtes aussi chercheuse en sociologie du genre. Vos travaux portent sur le féminisme sénégalais ainsi que la construction des masculinités sénégalaises dans une perspective politico-religieuse. Quel regard déjà portez-vous sur la question des VBG, les violences basées sur le genre au Sénégal et le combat féministe mené dans le pays? Alors je vais commencer par le combat féministe, bien sûr, parce qu'on ne va pas être sur ce plateau sans parler du féminisme. Je pense qu'il y a un regard extraordinaire de la jeune génération féministe dont je fais partie. Durant mon livre sur le féminisme, Vous avez des féministes est paru en 2018. Et bien, depuis bientôt 6 ans, je trouve qu'il y a un regard d'intérêt autour des questions féministes au Sénégal. Comparé aux années précédentes où c'était un peu amorphe, maintenant je vois que l'on soit lettré ou pas, que l'on soit à Dakar ou pas, je trouve que vraiment les jeunes femmes s'emparent du féminisme. Et vous avez parlé de masculinité. Et je me dis que les hommes doivent être des alliés dans cette lutte-là. Parce que le féminisme ne devrait pas être une question seulement féminine. Les hommes aussi sont concernés et ils sont concernés dans la marche de cette société-là. Et justement, par rapport à cette question-là, à savoir la masculinité, je reviens d'abord sur vos ouvrages. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, dont Le malheur de vivre, paru en 2014. Vous avez dit féministe, que vous avez rappelé tout à l'heure, publié en 2018, votre dernier ouvrage consacré à votre père. Vous avez aussi participé à l'écriture d'ouvrages collectifs, comme Franklin l'Insoumis, paru en 2018. Et Féminisme dans le monde en 2020. Vous militez aussi dans le mouvement féministe, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Selon vous, comment promouvoir cette masculinité positive-là, comme vous l'avez soulevé tout à l'heure? Vous avez parlé de masculinité, mais de plus en plus, on entend le concept de masculinité positive. Comment aujourd'hui promouvoir cette masculinité-là? Alors moi, j'ai un peu de soucis avec le concept de masculinité positive, parce que je pense que la masculinité, par essence, elle est dominatrice. La masculinité positive est un concept que les politiques, que les organisations promeuvent, mais il faudrait, et qui cache les disparités, les inégalités sociétales. Il faudrait d'abord prendre à bras le corps les inégalités de domination qu'il y a entre les hommes et les femmes avant de parler d'une quelconque positivité de la masculinité. Je trouve bien, parce que j'ai vu le sommet qu'il y avait eu à Dakar il y a quelques mois sur la masculinité positive, mais je pense qu'il faudrait d'abord que les politiques, les ministères de tutelle, le gouvernement s'attaquent d'abord aux inégalités entre les hommes et les femmes dans nos sociétés avant de parler de masculinité positive. Et positive. concernant ces inégalités-là, je vous ai interpellé tout à l'heure sur la question des VGB, des violences basées sur le genre. Qu'en est-il? Vous n'aviez pas réagi tout à l'heure sur votre appréciation par rapport à cette question et les combats menés dans ce sens au Sénégal. Alors en 2019, on a eu la loi sur la criminalisation du viol, ce qui est très bien parce que c'est un combat d'une 60aine d'années de organisations féminines, dont l'association des juristes sénégalaises, la JS. Mais c'est extraordinaire parce que de 2019 à 2023, on a eu
un regain de violence basée sur le genre, de féminicide, de meurtre de femmes par leur conjoint. Et je me dis, cette loi, il faudrait qu'elle soit encadrée pour que les victimes puissent aller jusqu'au procès. Parce qu'on sait que entre le Soutoura, le Moun, toutes ces conditions-là qui font que les victimes de violences ne peuvent pas aller jusqu'au tribunal, ne peuvent pas enfermer le bourreau. Donc ça, je crois qu'il faudrait travailler sur les populations, sur les mentalités. Parce que je pense qu'une société, pour qu'elle puisse évoluer, il faudrait que les mentalités effectuent un changement. Donc je pense que c'est là qu'il faudrait faire le travail. Merci encore, Ndeye Fatou Kane, d'avoir répondu présente à notre invitation. Je rappelle que vous êtes écrivaine, chercheuse sénégalaise en sociologie du genre. Vous êtes venue sur notre plateau pour discuter de votre ouvrage Au nom d'un père, hommage à Mamadou Tidiane Kane, paix à l'âme de votre papa. Et également, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup de m'avoir reçu sur le plateau et puis à très bientôt. À très bientôt. Merci aux collègues de l'équipe technique pour les facilitations et la réalisation de cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez. Très bonne suite de programme sur nos antennes.